très, très plaisir d'accueillir Constanza Camelo Suarez. Merci, Constanza, d'avoir accepté l'invitation. Je pense que Constanza va venir nourrir vraiment notre réflexion sur cette question de l'art dans les espaces publics, de l'art sur la place publique, de l'art public. Donc, le débat est large. Constanza est arrivée au Québec dans les années... enfin, on s'est rencontrés dans les années 90 et s'est beaucoup impliquée dans le milieu des centres d'artistes. Ça me fait vraiment plaisir qu'on se retrouve après tout un parcours. Doctorat à l'UQAM, mais elle est maintenant professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je vous en dis pas plus. Je lui laisse vraiment le temps tout le temps pour se présenter pour faire cette présentation. Évidemment, l'objectif est l'échange, donc... on fera une présentation formelle avec Constanza, puis par la suite, on souhaite vraiment vous donner la place de commentaires, de questions et nous permettre vraiment ensemble de pousser plus loin la réflexion. Alors, bienvenue chez nous, Constanza. Merci beaucoup, Lisanne. Alors, merci pour l'invitation. Merci d'être ici, parce que mon travail n'existe pas sans l'autre. Ça peut avoir l'air d'être un cliché, mais vous allez voir, dans le cas de mon travail, ça ne l'est pas. Pas d'action dans mon travail s'il n'y a pas l'autre qui est présent, son visage, son écoute, son corps, et puis sa présence, évidemment, dans l'espace physique, surtout sa mobilité. Alors, je pense que je commencerai cette présentation en citant Maurice Blanchot, qui, lui, il disait « L'invisible, c'est le lieu de l'étranger ». Je vous parle depuis ce lieu-là. Je suis une étrangère ici. Je suis une étrangère dans mon pays d'origine. Je suis une étrangère où que je vais. Et même si des lieux d'accueil, des lieux d'adoption, des gens qui sont devenus des lieux de reconnaissance m'ont accueilli, je serai toujours une étrangère. Alors, c'est quoi l'invisible? Je vais vous parler d'une image. L'invisible s'oppose à l'image. Dans mon pays d'origine, la Colombie, à Bogota, il y a un quartier qui s'appelle La Perseverancia, la persévérance. Et dans ce quartier, il y a une petite place publique qui a été construite par les gens du quartier. En fait, tout le quartier a été construit par les ouvriers qui travaillaient pour l'une des premières compagnies productrices de bière en Colombie, Bavaria. Le quartier a été construit grâce à l'appui d'un politicien colombien qui s'appelle Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán est le premier syndicaliste colombien à avoir travaillé de manière très, très active dans le monde politique colombien et à avoir, je dirais, développé pour la première fois sur la scène publique le concept d'opposition, de l'avoir mené par des actions, d'avoir résisté à des pouvoirs qui avaient toujours eu l'emprise sur les questions politiques, économiques et sociales de mon pays d'origine. Gaitán a été assassiné lorsqu'il allait, en fait, il était en campagne pour présidentielle et durant sa campagne, il a été assassiné. Les gens du quartier La Persévérance, grâce en fait à cet homme-là, ont pu construire ce lieu, un habitat, et en hommage à ce que Gaitán avait fait pour eux, ont construit un petit monument au centre de la place de ce quartier. C'est un buste, un petit buste de Gaitán qu'ils vont colorer une fois par mois depuis sa mort, 1956. Une fois par mois, la communauté se réunit et va colorer différemment le buste, c'est-à-dire les vêtements que porte le buste vont être colorés différemment. C'est-à-dire on l'habille différemment une fois par mois.
Et ça existe depuis 1956. L'image en espace public. Face à l'invisible, l'absent, le mort, celui qui n'est pas là. Voilà. Quand j'ai vu cette image-là, j'étais jeune, je pense que je devais avoir autour de 15-16 ans. C'est devenu, pour moi, cette image, quelque chose qui allait en fait me suivre pendant très longtemps. C'est vraiment à l'origine, je dirais, de mon travail. Je viens d'une famille bourgeoise où mon père et ma mère étaient des avocats. C'était des gens qui étaient très, très impliqués dans des défenses de droits de l'homme dans mon pays. Et je connaissais, si on peut dire ça, d'une manière très superficielle, comment les diverses forces et pouvoirs luttaient dans mon pays. Mon père, à chaque samedi, nous amenait, mon frère et ma sœur, dans un quartier situé dans le sud de la ville, et un quartier défavorisé, très, très pauvre, où il donnait des conseils de droit aux gens qui venaient le consulter. Et j'entendais ça. J'étais avec lui. Et la question précisément, à savoir comment l'autre se place à l'intérieur d'une société en devant tout le temps se prononcer, c'est-à-dire exister dans un rapport au droit, à la loi, c'est quelque chose qui est resté très, très, très présent dans mon esprit. Alors voilà, je voulais vous raconter ça parce que c'est important. Ça fait... c'est une sorte d'écho qui est toujours là, si vous voulez. Ces présences de ces personnes que j'ai entendues et qui ne sont plus ici. Alors voilà, on va commencer avec l'image de cette femme. C'est une femme qui se prostitue à Bogota, au centre-ville. Elle s'appelle María del Carmen Ceballos. Et c'est une femme qui ne fait pas partie d'un groupe spécifique dans le sens où elle n'appartient pas à un organisme spécifique ou à une communauté spécifique parce que la communauté n'existe pas à Bogota dans le sens où je l'entends. Et je vais vous développer ça tantôt. Cette femme est seule. Elle est un individu qui, à tous les jours, doit défendre ses droits à tous les jours et survivre à tous les jours. Elle survit. Elle ne vit pas. Alors, je travaille avec ces gens-là. Je travaille et je fais des actions avec ces gens qui sont précisément dans des endroits où l'on a exclu, où l'on a marginalisé, où l'on a mis à l'extérieur de la société des individus qui ne correspondent pas à une certaine forme, à une certaine image de ce que c'est la société. Voilà, je vais vous lire un petit texte et je pense que vous allez reconnaître l'auteur. Alors, l'espace, suite et fin. J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais née, l'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance, le grenier de mon enfance, empli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas. Et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence,
cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié. L'espace est un doute. Il me faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête. Mes espaces sont fragiles. Le temps va les user, va les détruire. Rien ne ressemblera plus à ce qui était. Mes souvenirs me trahiront. L'oubli s'infiltrera dans ma mémoire. L'espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes. Écrire, essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. Est-ce que quelqu'un est un fan de Georges Perec? L'a-t-il reconnu? L'a-t-elle reconnu? Bon, c'est un texte de Georges Perec, un texte que je trouve très évocateur et puis qui nous parle précisément de cette relation entre le temps et l'espace. N'est-ce pas? La théorie de la relativité l'a déjà dit il y a très longtemps, n'est-ce pas? Cette corrélation qui existe entre l'espace et le temps. Donc, oui, je traite l'espace d'une manière particulière, mais je traite l'espace d'une manière particulière parce que le temps, lui aussi, est impliqué dans le comment nous percevons l'espace. De là que je travaille en art contextuel. L'art contextuel me permet de faire cela. Travailler toujours en corrélation le temps et l'espace. Donc la circonstance. Josiane, tantôt, toi et moi, nous avons parlé des circonstances, n'est-ce pas? La circonstance, c'est précisément ce qui est là où je suis, qui se construit en ce moment-ci, dans un lieu donné. Et cette circonstance qui peut être aussi donc influencée par des questions sociales, politiques ou économiques, vient changer complètement, altérer complètement la forme de l'image que je construis et que je réalise. Donc, les actions que je réalise sont déterminées par un temps et un espace très précis, très ponctuels, circonstanciels. Qu'est-ce qui se passe avec cette image? Alors, Maria del Carmen, je l'ai rencontrée à Bogota à un moment où, entre 1994 et 1995, on a commencé à massacrer des groupes de personnes qu'on avait déterminées en tant que personnes non désirables, des jetables, on les nommait comme ça. C'est la création aussi des premiers groupes paramilitaires qui ont commencé à opérer en ville, en Colombie, au Brésil et au Panama. Ces groupes paramilitaires à Bogota venaient tout juste de tuer, de massacrer des groupes d'enfants qui habitaient dans les rues en gang, qui dormaient sous des ponts. Vous allez voir tantôt la zone, une zone voisine précisément au secteur où les femmes se prostituent à Bogota. Ces enfants ont été tués et puis moi j'habitais au centre-ville à ce moment-là, donc j'étais leur voisine, ils étaient mes voisins. Je les voyais à tous les jours et un jour, ils ont disparu. Donc ils n'étaient plus présents. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Ils sont... J'avais des amis qui, à cette époque, des anthropologues et des sociologues, qui travaillaient à cette époque avec des associations. Les ONG n'existaient pas encore, ne s'étaient pas encore développées. C'était des associations d'entraide. Et c'est à travers eux autres que j'ai appris ce qui s'était passé. Donc les massacres réalisés par ces escadrons de la mort. Eux-mêmes, ils se faisaient appeler des escadrons de la mort. Ils ont continué à tuer des gens, soit des travestis ou des prostituées, dans la zone, comme je vous dis, voisine à celle où les enfants restaient. Et c'est précisément avec ces gens-là que j'ai réalisé les journées de nettoyage. Donc vous avez des images ici de ces journées. C'est grâce à cette femme qui est là, donc un individu, que j'ai pu rencontrer tout le
le reste des personnes qui travaillaient de manière isolée dans cette zone-là. Donc, je leur ai proposé de réaliser des journées de nettoyage parce que les escadrons de la mort appelaient les massacres du nettoyage social. Donc, de réaliser des journées de nettoyage jusqu'à ce que, finalement, tout le monde sache ce qui s'était passé. Alors, en compagnie et en collaboration de ces femmes, d'artistes, de travailleuses sociales, de sœurs, d'avocats, on a réalisé ces actions qui étaient très simples. Il s'agissait donc de nettoyer la rue et de se nettoyer soi-même pendant plusieurs journées. Ces actions ont produit, j'appelle ça, c'est des accidents situationnels. Puis ces accidents situationnels génèrent une sorte d'événement particulier qui fait que précisément les médias, par exemple dans ce cas-ci, se soient dirigés vers nous et puis puissent communiquer à travers cette action-là les massacres qui étaient en train d'être réalisés. Et en plus, après ça, les massacres se sont arrêtés. Très important. Très important parce que c'est pour moi le début d'une question aussi très importante dans mon travail, à savoir quelles sont les relations entre l'art et l'activisme. Jusqu'où est-ce que ces relations peuvent exister et à quel moment elles cessent de l'être. Donc, je vais vous lire un texte. L'art contextuel travaille à partir de sa coprésence avec un sujet relevant de l'histoire immédiate, celle qui se fait. Intéressé à tisser avec la réalité, l'art contextuel est à la recherche d'une réévaluation de la notion de société démocratique. L'art contextuel travaille avec la société comme texte par nature inachevé. N'oublions pas ça. C'est un texte par nature inachevé. Il se sert de l'image contextuelle comme l'alternative de négociation où se crée un contrat social évolutif, nous dit Paul Arden. Dans ce sens, ma pratique en art contextuel travaille à partir de ce qui caractérise la politique, c'est-à-dire la notion de gestion du gouvernement, et le politique, c'est-à-dire la conception et la conduite du pouvoir. Deux choses différentes. La première, c'est la technique. La deuxième, c'est la pensée. Plus spécifiquement, je traite l'espace public et le corps comme des matériaux d'art, car ils sont des territoires où le dispositif biopolitique se déploie. Également, j'explore les limites esthétiques et éthiques que l'espace public et le corps peuvent faire émerger lorsqu'ils altèrent le biopouvoir par l'effet de puissance du nouveau dispositif social que la représentation artistique générait. Lorsque les techniques de soi deviennent des arts de faire. Alors, c'est un développement dans mon travail de ces techniques de soi, donc le corps, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre corps à travers ces arts de faire, très chers à De Certeau. Revenons sur le concept de biopolitique. Le biopolitique, tel que défini par Foucault, est un concept extrêmement important dans mon travail. Car vous pouvez l'imaginer, c'est le concept qui a permis à Foucault d'expliquer le comment le contrôle, n'est-ce pas, des autorités s'exerce directement sur le pouvoir, s'incorpore sur le corps, oui, le corps des individus. Et donc comment il arrive à contrôler et à gouverner ces corps-là à travers des dispositifs très spécifiques de gouvernementalité. Ces dispositifs-là de contrôle, de surveillance et de punition, donc de création d'inclusion, mais également de création d'exclusion, sont des dispositifs qui m'intéressent de mettre en relation, de les mettre sous tension lorsque je crée des actions qui produisent de la résistance. Alors, à un dispositif biopolitique, je viens superposer un dispositif artistique, oui, où l'intervention performative
s'oppose à une force qui est menée soit par un groupe, une autorité, une forme de pouvoir. Dans ce sens-là, je vous parlais tantôt des relations entre art et activisme. C'est exactement cet endroit-là qui m'intéresse d'explorer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met sous tension ces deux types de dispositifs? Voilà. Je continue. Giorgio Agamben définit le concept de dispositif en tant que la somme, le réseau qui s'établit entre les divers éléments de pouvoir et de savoir-faire. Le dispositif est le croisement entre ces entités. Il nomme ce en quoi et ce par quoi se réalise une activité du gouvernement. C'est dans ce sens que les dispositifs impliquent aussi un processus de subjectivation, très important. Ils produisent des sujets. Par conséquent, le but du dispositif est, je cite Agamben, de gérer, de gouverner, de contrôler et d'orienter les comportements, les gestes et les pensées. Lors des interventions performatives que je vous présente aujourd'hui, on expérimente la possibilité de redisposer nos rapports intersubjectifs pour que le principe de révolte qui s'instaure lors des actions collectives déclenche à son tour une redisposition des enjeux sociaux. Ces interventions ont des correspondances avec les dispositifs non disciplinaires imaginés par Foucault, ceux qui permettraient de manière transversale et dialogique de détourner le sens de la gouvernementalité, celle de soi, le singulier, et celle de l'autre, pluriel. Alors voilà, comment imaginer donc le dispositif artistique en tant qu'un dispositif non disciplinaire, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça la question. Comment réunir le pluriel et le singulier d'une autre façon? Comment créer ces images-là? Moi, je continue à croire que c'est par la construction de communautés, mais de communautés très spécifiques, que je nomme des communautés d'action. On verra Fès de faire plus tard. Je vous présente le travail du collectif We Are Not Speedy Gonzales. En fait, c'est un collectif qui a été fondé par Éric Bertrand, Tania de la Cruz, James Partek et moi-même. Nous avons créé le collectif à Montréal. Et c'est un collectif qui essayait de réunir, de rassembler les étrangers. Les artistes étrangers tout d'abord, qui habitaient à Montréal. Puis se rassembler pour voir de quelle manière on se ressemblait. Et on s'est dit, on se ressemble. Évidemment, on était surtout des Latino-Américains à la base. On se disait dans le sens où nous ne sommes pas Speedy Gonzales. Vous allez voir le pourquoi. Je vais vous laisser voir cette vidéo. Avec le collectif, on a fait des chutes. Oh, pardon. Alors, en tant qu'étranger, en tant qu'artiste étranger, on se disait que la chute était, je dirais, une action qui nous rappelait le comment on se sentait lorsqu'on arrivait dans un endroit qu'on ne connaissait pas, dans une culture qu'on pouvait imaginer, mais qu'on n'avait pas encore éprouvée. Et que des fois, je vais l'arrêter juste une minute pour terminer ma phrase, et que des fois, en fait, on sentait que nos présences dans l'espace étaient des présences qui dont le poids, finalement, était tellement lourd et grave que ça nous menait à tomber. Qu'est-ce que je veux dire par ça? L'inclusion dans ce que c'est le système de l'art, oui, le monde de l'art. En tant qu'artiste étranger,
c'est une inclusion qui se passe d'une manière très particulière. Notre identité, oui, est très marquée par le fait de représenter l'autre, l'altérité. Et l'altérité, des fois, peut être, je dirais, interprétée, oui, en fait, de diverses façons. Par exemple, pour les Américains, pendant une période de temps, Speedy González, c'était une petite souris mexicaine, en fait. C'est le Chicano typique, donc le Mexicain qui arrive aux États-Unis, puis migrant, donc il supposément procède ou travaille ou est, ouais, dans la société d'une manière particulière. Et Speedy González, donc, c'est le petit rat, n'est-ce pas, qui bouge très vite, hein, qui sait comment s'arranger pour trouver des solutions très vite aussi. C'est une caricature, c'est la caricature du latino-américain. La caricature de l'identité de quelqu'un, évidemment, fait partie aussi de l'identité de cette personne. Mais c'est impossible qu'on puisse associer la caricature que chacun de nous, n'est-ce pas, a en lien avec sa nationalité, de l'associer uniquement à son identité, puis de définir son identité par rapport à cela. Donc, par exemple, on me dit « Ah, c'est une artiste colombienne ». Non, 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 c'est une artiste colombienne qui habite au Canada. Et des fois, ça devient encore plus complexe. C'est une artiste colombienne qui habite au Canada et qui travaille au Québec. Ouais. Alors là, il y a beaucoup de caricatures, n'est-ce pas, nationales, locales, etc., qui, si vous voulez, gravitent autour de mon identité d'artiste. Donc, des fois, on va me dire, mais bon, t'es colombienne, on ne voit pas le colombien là-dedans. Ouais, il est où, le colombien là-dedans? Ou des fois, ah, mais t'habites au Canada, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette image? T'es pas passé par les nouvelles technologies? Oui. J'ai reçu des commentaires de ce type-là. Et puis, c'est pas seulement moi. Je vous le dis parce que, par expérience, et parce que j'ai entendu d'autres collègues, j'ai entendu aussi la manière dont on va créer des caricatures autour de l'identité de l'autre. Donc, on voulait essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là où on est caricature, mais précisément, on ne veut pas exister en tant que caricature, oui? Où l'image précisément de ce que nous sommes, on ne peut pas la définir exactement. Parce que, comme je vous disais, l'étranger est toujours dans ce lieu, le lieu de l'invisible. Alors, comment former l'image? Comment la créer à ce moment-là? C'est l'entre-deux. On est toujours dans un entre-deux. Alors, nous ne sommes pas Speedy González. Ça, on le sait bien. Mais qu'est-ce que nous sommes? Il y a plusieurs autres choses. Le champ de possibilités est énorme. Donc, Speedy González faisait des chutes. On apprenait aux gens à tomber. On apprenait aux gens aussi à se relever sans se faire de mal. Très important. Puis, la vidéo que vous allez voir donc, vous explique un peu tout ce processus-là. Only way to run. Arriba, arriba, epa, epa, ándele, ándele. Bye-bye. Donc, on donnait des cours pour apprendre à tomber. Puis après ça, on citait les gens pour venir faire des chutes à l'intérieur des lieux, des espaces voués à la diffusion de l'art. Et on incluait nos propres expositions aussi, hein. Nos vernissages, les expos des amis. Ce sont des actions très, très simples où l'on tombe, puis on se relève. C'est le musée des Beaux-Arts à Montréal.
où on nous a mis à la porte. Donc on a décidé de faire les actions à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du syndrome de Stendhal. Oui. Le syndrome de Stendhal, précisément, a été identifié à la fin du 19e siècle pour expliquer un phénomène très particulier en fait, du cerveau. Le cerveau, quand il reçoit une grande quantité d'informations visuelles, il y a certains cerveaux qui ne sont pas capables de supporter ça. Alors, qu'est-ce que ça fait ? On s'évanouit. Et on travaillait autour de précisément cette question-là, n'est-ce pas ? S'évanouir, perdre la conscience, tomber, lorsque il y a cette sorte de réception d'informations qui aussi est présente dans notre milieu, mais également dans ce que c'est le vécu du migrant. La surdose d'informations et le comment la gérer. On tombait aussi dans les centres d'artistes et dans des galeries commerciales. Dans le Conseil des arts et lettres du Québec, à l'époque, où aussi on nous a mis à la porte. Boy, Tom, you better be more careful. You might hurt yourself. Okay, you win. I give up. I stop. I go take my siesta now. Alors, vous pouvez remarquer que dans mon travail, il y a beaucoup de dramatique, mais il y a aussi beaucoup de ludique. Donc, moi, j'aime bien travailler ces façons de s'exprimer qui sont très variées. Et d'être capable aussi de rire de nous-mêmes, hein, de rire même de son propre drame. Alors voilà, nous avons fait avec le collectif des chutes un peu partout et puis des gens se sont unis à ces actions-là. C'était l'époque, en fait à l'époque, le concept de flash mob n'existait pas. Okay? C'est venu plus tard, donc ça fonctionnait vraiment de bouche à oreille. Puis ce qui est intéressant avec les actions du collectif, c'est qu'il y a toutes sortes de monde qui est venu faire des actions avec nous parce que eux autres aussi, ils ressentaient le besoin de tomber. Alors il y avait du monde qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas des étrangers, plein de Montréalais, de Québécois. Et on a fait une autre action, vous allez le voir, hein, qui s'appelle « Tomber dans le spectaculaire ». On nous avait invités cette fois-ci à participer à une biennale d'art à Montréal. Tout le monde savait que le collectif We Are Not Speedy Gonzales faisait des chutes. Donc, ils s'attendaient précisément à ce qu'on tombe. Donc, il y a notre dispositif. Cette fois-ci, à l'installation, il y a une installation vidéo. Vous voyez cette table avec une projection sur laquelle c'est écrit « spectaculaire », le mot « spectaculaire ». On essaye de démarrer la vidéo. Ça ne marche pas, les gens se moquent de nous, évidemment. Nul. C'est évident, la technique n'a pas marché, on appelle le technicien.
Alors, évidemment, notre technicien, c'était un cascadeur qu'on avait engagé. Il travaille dans des films. Et puis, on lui avait demandé donc de faire la chute. Il y avait une caméra qui était placée sous la table, une autre en haut. Donc, les deux caméras ont filmé la chute du cascadeur. Puis, dans une salle à l'intérieur de cette bâtisse où se passait la biennale, on a fait un montage sur place des deux prises de vue et on a réinstallé le dispositif, mais à l'envers. D'accord? Donc, tout ce qui était en bas s'en va en haut et l'inverse. Et on a projeté la chute. C'est ce qui est resté, si vous voulez, sur place durant le festival, la biennale. Donc, voici l'image qu'on avait. Quand je vous dis qu'il y avait plein de monde qui a décidé de participer aux chutes, c'est vraiment impressionnant parce qu'aujourd'hui, la circonstance, je dirais, politique, économique et sociale, évidemment, est similaire dans le sens où, en fait, l'image que vous voyez correspond aux premières manifestations des grèves d'étudiants. Donc réalisé en 2005, 2005 si je ne me trompe pas. Ouais. Donc ça c'est les premières manifestations et en fait à l'époque j'enseignais à l'UQAM comme chargée de cours. Puis mes étudiants m'ont demandé d'utiliser les chutes durant les manifestations. Et puis ils m'ont dit est-ce que le collectif veut participer? Alors on a commencé. On a dit bien sûr on y va. Puis on faisait les chutes avec eux autres. C'est devenu viral. À cette époque-là, la chute est devenue l'action qui a été prise par les regroupements activistes des étudiants de 2004. Donc, voici quelques images. Puis, malheureusement, je n'ai pas d'image de vraiment des foules quand on marchait dans les rues, mais c'est un peu un segment, une fraction de ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça la communauté d'action. Donc, les interventions performatives sont réalisées par des communautés d'action qui interviennent dans le réel. En agissant ainsi, ces communautés ne sont pas réduites à une masse anonyme, c'est-à-dire un groupe informel d'individus isolés qui agiraient entre eux par juxtaposition. La communauté d'action, dans le sens où je l'entends, a des liens avec le sens que donne Roberto Esposito, c'est-à-dire elle est un don et une perte réciproque de soi et de l'autre dans l'acte de se rejoindre. C'est le lieu de l'altérité et non pas de l'identité. La communauté se distingue aussi par une cohésion interne, intuitive, qui est guidée par l'empathie, c'est-à-dire là où l'on se met à la place de l'autre, sans entraînement affectif personnel ou jugement moral. Le lien entre les acteurs qui composent cette communauté d'action se situe parmi les volontés d'en agir ensemble. La communauté est un territoire de transition, de liaison et de déliaison, à l'intérieur duquel nous devenons autant des agents, ceux qui agissent, que des patients, ceux qui subissent. Cette ouverture intersubjective rend possible un corps performatif qui ne s'identifie pas seulement en tant que témoin social, mais aussi en tant qu'un acteur social agissant à travers et des fois au-delà du dispositif biopolitique. Et c'est comme ça que la mémoire s'active. Et c'est ça ce qui m'intéresse moi aussi, de comment activer la mémoire. Je vous parlais au tout début de cette communication des liens intrinsèques entre espace et temps. Puis voilà, je vous parle de mémoire. La mémoire est vivante parce qu'elle a un lieu qui lui permet de se réaliser, de se déployer.
et donc une temporalité qui l'accompagne également, à partir de laquelle elle peut se déployer. Je vais vous parler d'une série d'actions qui ont travaillé plus spécifiquement sur la question de mémoire, mais la mémoire comme ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, dans le sens où c'est le monde, c'est les mondes possibles. Donc, comment créer du possible? Comment créer du possible lorsque, précisément, on nous dit que tout est impossible? Lorsque la société nous dit que nous sommes impuissants? Lorsque on nous dit à tous les jours quoi manger, comment le faire, où aller, comment le faire, grâce à quoi? Comment toujours fonctionner et vivre et exister? Alors pour moi, l'action, en fait, permet précisément d'activer la mémoire, de la mettre en branle. Mais l'action doit être toujours accompagnée par la parole, par les mots. Et nous allons voir ça dans un moment. J'ai créé une série d'actions que j'ai intitulée « Dilater ou contracter l'univers ». Puis, vous savez très bien, ça fait référence aussi à la théorie de la relativité, n'est-ce pas? J'ai travaillé tout d'abord dans les stations de métro. À l'époque, je n'avais pas de citoyenneté canadienne, je ne l'avais pas demandé. Donc, j'étais résidente à Montréal et j'ai travaillé dans les espaces de la station de métro, la station centrale Berry-UQAM. Une station qui finalement c'est la station centrale à partir de laquelle donc, il y a tout ce transit de personnes qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Et j'ai proposé en fait à des immigrants qui soit vivaient une situation qui correspondait à la mienne ou qui avaient des liens avec la mienne, qui étaient par exemple qui vivaient le processus de demande d'asile, qui vivaient le processus de demande de résidence ou le processus de demande de citoyenneté, etc. Des nouveaux arrivants qui restaient dans des maisons d'accueil. Et je leur ai proposé de réaliser une action dans la station centrale de Berry-UQAM, dans laquelle nous allons porter, vous allez nous voir, nos passeports sur le visage. Ces passeports nous aveuglent et on va être guidés par des chiens de la Fondation Mira. Ah, alors ça, quoi? Où? Ici? Ah oui, c'est vrai? Ok, attendez, je vais faire ça. Ok, on va faire comme ça. Attendez, ça on va ici. Ok. Ici. Alors, il y a des gens qui proviennent de ces maisons d'accueil, d'autres qui ont décidé de participer parce que ont entendu le message qui a été donc envoyé à travers les maisons d'accueil ou la Fondation Mira aussi. Et puis, ¿dónde están las fotos? Attendez. Attendez, on va faire une autre chose. Parce que vous n'allez pas... On va faire comme ça. Donc, je me suis tout d'abord... en fait, j'ai été entraînée à la Fondation Mira pour recevoir en fait une formation sur comment être guidée par un chien guide. Oui, comment apprendre à marcher dans des espaces publics guidés par un chien guide. Et ensuite, j'ai travaillé avec les gens qui sont ici, qui ont accepté cette invitation-là, à être eux aussi guidés par ces chiens-là et à porter donc, les passeports de leur pays d'origine sur le visage. Donc chacun de nous a un chien de la Fondation Mira
Et nous portons, vous voyez, nos passeports, différentes nationalités, et ces espèces de ceintures un peu broche à foin dans lesquelles on retrouve plusieurs outils. Alors, il y a quoi? Il y a un podomètre, il y a 2 microcontrôleurs et il y a 2 petits haut-parleurs qui nous permettent de faire quoi? Au fur et à mesure que l'on marche avec notre chien, le podomètre est en train d'envoyer des informations de notre rythme, de la vitesse de nos pas qu'on fait. Okay? Il envoie ça, les données au premier microcontrôleur, qui met en branle une interactivité permettant de mélanger 2 hymnes, l'hymne national du migrant, l'hymne national d'origine du migrant, et l'hymne canadien. D'accord? Le deuxième microcontrôleur mixe les 2 informations. Donc, les 2 hymnes et produit un nouvel hymne. D'accord? Alors, voilà un peu ce que ça donnait comme ambiance sonore, okay, à l'intérieur de la station de métro. Donc, vous pouvez imaginer, on se rencontrait tous à cette place à l'intérieur de la station. Vous pouvez voir ici, c'est écrit « Halte Métro », n'est-ce pas? C'est une barre qui a été pensée pour les personnes à mobilité réduite. C'est ce que la pancarte nous dit. Donc, c'était le lieu de rencontre lorsqu'on faisait ces déplacements. Et puis, ce qui était très intéressant, c'est que vous pouvez imaginer que si on rassemble tous les sons provenant de tous ces hymnes-là et superposition d'hymnes, bah, qu'est-ce que ça produit? Ça produit une cacophonie. C'est vraiment du bruit. Et à la fin, quand on se retrouve ici, on entendait du bruit. D'accord? C'est une notion très importante pour moi, le bruit, dans le cas des identités qui sont à la recherche d'un lieu ou d'un temps qui pourrait leur dire qu'il y a de la permanence, leur dire qu'il y a de la stabilité. J'étais très intéressée à ce moment-là par le fait de comprendre quelles étaient les différences entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Quand est-ce qu'on était capable de produire soit du multi ou bien de l'interculturalisme? Et ça, je vais vous décrire en fait quelque chose qui m'est arrivé à Montréal un jour de la célébration de la Saint-Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier Myland à Montréal, un quartier très intéressant où précisément un espace qui réunit toutes sortes de gens qui proviennent de partout dans le monde. Et le jour de la Saint-Jean, c'était très, très beau ce qui se passait parce que c'était surtout des étrangers qui célébraient vraiment leur lieu d'accueil, si vous voulez, cette date à laquelle leur lieu d'accueil se rassemble parce qu'ils se ressemblent. Oui, il y a des gens qui se ressemblent là-dedans. Et vers la fin de la journée de la Saint-Jean-Baptiste, où sur une rue, il y avait donc différentes places pour aller manger des mets qui proviennent de différents pays, etc. Ils ont décidé de mettre de la musique. Mais la musique de chaque pays, lorsqu'elle est voisine, trop proche de la musique de l'autre,
qu'est-ce que ça devient? Ben, du bruit. Alors, c'était très intéressant parce que durant la journée, tout le monde avait pu être heureux. Oui, on était tout le monde là. On partageait cette espèce de lieu qui nous réunissait. Mais au moment où le son est apparu, bang, quelque chose a produit un déclic et le bruit a fait disparaître le monde. Sauf pour ceux qui sont des amants du bruit, évidemment. Il y a des gens qui aiment bien le bruit. Alors, je me disais, intéressant, c'est vraiment l'image du multiculturalisme. Il n'y a pas d'interculturalisme. Le bruit, c'est l'image du multiculturalisme. Et j'ai essayé donc de travailler là-dessus avec ces personnes-là, avec lesquelles précisément on a essayé de trouver le comment plutôt produire de l'interculturalisme tout en exprimant ce que c'était le multiculturalisme. Et c'était ça, je pense, ce qui nous a permis de rassembler nos intérêts et surtout nos expériences de vie. Ce travail m'a permis de développer d'autres actions qui ont été réalisées à divers endroits du monde. Et j'ai retenu ici une action qui est très, très intéressante, et puis peut-être parce que vous aussi, vous connaissez la situation de Tijuana à Mexico. N'oublions pas que l'action que je viens de vous présenter, elle a été appuyée par Studio XX, le Conseil des arts du Canada, la Société des transports en commun de Montréal, les maisons d'accueil et organismes d'accueil pour les immigrants montréalais, et évidemment par l'Université du Québec à Montréal. Donc, ça c'est très important. Mon travail réunit des sujets, mais réunit également les institutions auxquelles ils sont rattachés. Parce que précisément, nous sommes en train de parler de ce que c'est le biopolitique et du comment ce biopolitique s'exerce. Si on peut soit le déjouer, le transformer ou générer du social d'une autre façon. Donc, j'invite tout le monde. Il y a toujours de l'inclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Et vous allez voir, c'est très important parce que dans la manière dont je m'approche de tous ces gens-là, j'élabore des stratégies, non pas des stratégies, des tactiques. La tactique est propre au nomade, à celui qui bouge. La stratégie, elle appartient vraiment, c'est une technique d'élaboration du faire, du sédentaire. Donc, des tactiques qui nous permettent de développer certaines façons de faire, qui sont des alternatives à, si vous voulez, les dispositifs sociaux qui existent déjà. Donc, comment s'approcher de tout ce monde-là? Comment le faire? Parce qu'il y a aussi un dispositif de médiation culturelle. C'est un dispositif de médiation culturelle très particulier parce que c'est un dispositif qui se transforme en transmission culturelle. Je vous en parlerai tantôt avec le cas de Tijuana. Alors, on va voir si cette fois-ci, ça marche avec ça. Donc, cette action, cette intervention a été réalisée grâce à l'appui d'un centre d'artistes, Dardar, à Montréal, avec la police migratoire du Mexique, avec les ONG qui travaillent directement dans la frontière à Tijuana et San Diego, de l'autre côté aussi, donc américaine et mexicaine, et avec l'appui de l'Université nationale de Tijuana. Et évidemment, le Conseil des arts du Canada aussi. J'essaie de voir si on peut... Oh. Parce que si je m'en vais dans mon site, ça va être plus compliqué. Est-ce que ça va comme image? La taille de l'image, ça vous convient? Vous arrivez à voir ce qui se passe? Je vais vous raconter... comment est-ce qu'on fait pour... est-ce qu'on peut agrandir ça? Faites présentation en haut, Constanza, tout en haut, complètement en haut sur ton bureau. Ta présentation, tu pourrais faire zoom avant. D'accord.
C'est mieux comme ça? D'accord. Alors, regardez ce qui se passe ici. Ce papier, c'est le papier qui est donné aux gens mexicains, aux personnes mexicaines qui traversent de manière illégale la frontière vers les États-Unis. Si la police des États-Unis les retrouve, ils sont incarcérés pendant une période de temps et par la suite, ils sont retournés vers la frontière mexicaine. À la frontière mexicaine, les États-Unis ils ont créé une sorte de cellule, un espace à l'intérieur duquel la police de migration mexicaine fait la chose suivante. Elle donne à la personne ce papier avec donc des informations de base, si vous voulez. Donc son nom, prénom, demande la date de naissance, le lieu d'origine, et puis c'est tout, je pense. Si je ne me trompe pas. OK. À quoi ça sert ce papier? En fait, les personnes qui traversent la frontière, la plupart du temps, perdent leurs papiers, leurs documents, soit parce que les groupes à qui ils payent pour traverser enlèvent leurs papiers, ou soit parce que d'une manière ou d'une autre, par exemple, plusieurs de ces personnes n'ont pas de document légal avant de traverser la frontière. Donc, ces gens-là retournent avec ce seul document qui les identifie en tant que citoyens mexicains. J'ai travaillé avec ces gens-là. Quelques-uns ont accepté de porter le document officiel, c'est utiliser exactement leur papier sur le visage. D'autres, on a fait des photocopies et eux autres, ils ont copié les informations qu'ils voulaient donner. Donc, ici, c'est je dirais, à peu près une quarantaine de personnes qui ont intervenu dans l'action. L'espace public où on travaille, cette fois-ci, c'est un pont en construction. Un pont qu'on est en train de construire qui mènera donc vers la frontière des États-Unis, vers les douanes, les nouvelles douanes. Et sur ce pont, on a fait l'action. Alors, je me suis mise en contact avec les organismes qui accueillent ces personnes qui donc viennent tout juste d'être retournées du côté du Mexique. Et j'ai parlé à ces gens-là, à ces communautés-là. Je leur ai proposé de venir faire l'action qui consistait à dessiner sur le pont des mots qui représentaient l'état dans lequel il se situait après avoir traversé, après avoir été retourné lors de cet essai de s'en aller vers les États-Unis. Et d'écrire le mot en grand format sur le pont. Vous voyez un peu? Ça, c'est un D. Oui. Donc, on dessine les mots, en total, ce sont 6 mots, que 6 personnes ont accepté donc, de nous donner et de faire l'action avec nous. Alors, de ces 30 personnes, il y en a 24 qui ont participé à faire les dessins, mais qui ne voulaient pas faire l'action, et 6 d'entre elles ont voulu faire l'action en plus. Donc, les mots qui sont là sont les 6 mots que ces gens-là nous ont donnés. Ah, c'est important ici. Alors, on travaille avec la personne qui vient de traverser la frontière, un technicien qui m'aide avec toute la programmation. Vous allez voir tantôt du dispositif. Il y a moi et il y a la police de migration mexicaine qui est avec nous. Donc, vous allez voir, ce sont des intervenants qui vont rester toujours ensemble. J'ai commencé l'action en demandant au commissaire qui avait organisé
l'échange, Martin Dufresne, de faire l'action tout d'abord avec moi. Et puis, mon mot, c'était le mot « déplacer ». Donc, j'ai marché sur ce mot-là, « déplacer ». Puis, c'est lui qui me guide. Qu'est-ce qu'on porte? Alors, vous allez voir, c'est toujours des duos de marcheurs. Il y en a un qui est aveuglé dans ce cas-ci. C'est mon passeport canadien. Je ne porte plus mon passeport colombien, mais mon passeport canadien. Et le guide, lui, il porte donc, un iPad avec un GPS qui a été programmé de façon à envoyer les données de notre déplacement à mon site web. Donc, en même temps, simultanément, nous avons une action qui a lieu dans l'espace physique et également dans l'espace virtuel. D'accord? Alors, on se déplace sur le mot au complet et puis le mot est transcrit vers mon site web. Nous allons voir une image tantôt. Ici, c'est une autre marche sur le mot de cette dame, le mot encabronada. Je ne sais pas comment dire encabronada en français. Peut-être il y a des Mexicains ici avec nous qui connaissent la traduction, mais c'est être très fâché. Oui? Très fâché. C'est quoi? Je suis quoi? Je suis fâchée. Je suis quoi? Furieuse. Non, plus que ça, c'est vulgaire. En québécois, c'est en crise, ouais. En crise, oui. Oui, je suis en crise, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça encabronada. Donc, je demandais à la police de migration de tout simplement nous accompagner, de suivre notre déplacement. Donc, le policier, lui aussi, il marche sur le mot de la personne qui est avec nous. Au total, 4 policiers de migration ont accepté de réaliser l'action. Donc ça, c'était aussi un autre travail de médiation culturelle avec la mairie de Tijuana. Tous les quatre avaient des personnes proches qui avaient vécu la même expérience. Très important. Donc, quand la personne termine de faire la marche, donc ce trajet qu'elle suit sur son mot, le mot de son état, on lui montre le résultat de ce que ça donne dans notre site web. Peut-être juste pour comparer, cette image est importante. Ça, c'est le document officiel. La dame, dans ce cas-ci, a accepté de nous laisser utiliser le document légal et officiel. Donc, vous voyez, on prend aussi une photo de la personne. Ça, c'est très important. Alors, il y avait des femmes, des adolescents et des hommes. Voilà, je ne sais pas si on arrive à voir. Donc ça, c'est le résultat de ce qu'on voit dans mon site web. Alors, le mot ici, c'est « relocalizado », donc « replacé ». Ça, c'est le mot de cette personne-ci. Donc, dans le site web, si on visitait mon site web à ce moment-là, on pouvait voir, en fait, assister à la progression de l'action et puis voir la création du mot en même temps qui se passait, qu'elle avait lieu dans l'espace réel. Voilà. La philosophie politique nous rappelle que le résultat de l'action, c'est l'histoire. Je voudrais préciser ici qu'il ne s'agit pas de proposer une vision abstraite ou manichéenne de l'histoire. Il ne s'agit pas non plus d'un devoir de créer de la mémoire, mais plutôt de s'interroger sur ce qui est de l'ordre de la continuité. C'est de cette manière que les interventions qu'il m'intéresse d'explorer cherchent à établir des ponts entre le processus et la permanence, afin de ne pas reléguer la mémoire à un lieu institué. Cette forme d'activité
cherche plutôt à réfléchir sur les modes de construction d'une mémoire organisée, ainsi que sur la source politique de cette mémoire. Michel de Montaigne affirmait que la parole appartenait à moitié à celui qui la disait et à moitié à celui qui l'écoutait. Mes actions, nos actions, sont devenues des récits qui appartiennent non seulement à celle ou à celui qui les a racontés, mais à qui a bien voulu les écouter. Quelques-uns de ces individus se sont concernés, se sont engagés, projetés, au moins mentalement, vers des prises de position sur le plan éthique. Ceci suscite une prise de conscience et parfois une mobilisation, un processus qui les porte vers l'action. L'intervention performative, dans ce sens-ci, c'est une occupation spatiale qui élargit le champ des possibles d'un tissu social plus vaste. C'est depuis ce lieu-là qu'on pourrait se penser soi-même, autrui et le monde qui nous est commun. Cette occupation de lieux publics reconfigure le sens de l'espace public. Elle permet de réévaluer la société démocratique car elle compose de nouvelles formes de police, de nouveaux territoires micropolitiques. Elle se sert de l'image contextuelle comme alternative de négociation. Et ce mot pour moi est très important, la négociation. Je vous disais tantôt qu'il y a des institutions, des acteurs qui interviennent, qui décident d'intervenir dans mes actions. Mais on ne pourrait pas réaliser cette cohésion-là s'il n'y avait pas de négociation. Négociation d'intérêt, négociation de pouvoir, négociation de aussi le comment de manière symbolique. On replace nos subjectivités à l'intérieur d'un tissu social. Donc la négociation est extrêmement importante. De là que je vous dis que la parole aussi est très importante. Mon art réunit l'intention et la diffusion du résultat dans un même processus de création. Cette forme s'apparente à celle des arts d'exécution définis par Arendt. Un art d'exécution, c'est un type singulier d'action caractérisé par un produit identique à l'acte qui s'exécute. C'est-à-dire un art qui a absolument d'autrui pour le percevoir au moment de son exécution. Arendt affirme que cet art est l'art politique par excellence. Et je la cite. « Nulle part ailleurs, la sphère politique de la vie humaine n'est transposée en art. C'est le seul art ayant pour unique sujet l'humain dans ses relations avec autrui. » Quand Arendt a écrit ces mots, elle parlait du théâtre classique grec. Aujourd'hui, je mettrai là-dedans, évidemment, l'art-action, la danse et toutes les formes dans lesquelles le relationnel prend la place. Je vais vous montrer une dernière action dans laquelle, précisément, c'est ce type d'art d'exécution permet d'une certaine façon d'actualiser toute la question de ce que sont les relations entre le local et le global. Je pense que dans mon travail aussi, il y a un élément très important au niveau du traitement de l'espace et de la mobilité. C'est le comment, dans tout ce qui est de type local, il y a aussi une répercussion de tout ce qui est de l'ordre du global et vice-versa. Le concept de glocal est un concept qui a été développé et défini de différentes façons, tout dépendant du domaine qui s'est servi du concept. Moi, je conserve ce concept dans le sens que les sciences humaines lui donnent. Et c'est en particulier l'idée de glocalisation qui provient de l'idée de glocal, n'est-ce pas? C'est donc de voir comment le local, à partir de ce qui est généré dans un local, il y a des répercussions vers le global, mais également aussi des répercussions sur la question de la localisation de ceux qui agissent à l'intérieur de cet espace local, de cet espace global. Le comment, ils peuvent être aussi
localisés. Pourquoi? Parce qu'ils produisent des informations, des données de type informationnel, communicationnel. Ces gens que je vous ai montrés qui marchent sur leurs états affectifs, psychiques, émotifs, etc., sont en train d'envoyer des données que leur déplacement est en train de fournir. C'est-à-dire que ces corps-là sont non seulement des corps et des subjectivités, mais également de l'information. Ils participent évidemment donc à ce phénomène de glocalisation. Et je terminerai en vous présentant donc cette image, pas celle-ci, ouais, bon, où le mot déplacé, n'est-ce pas, apparaît dans le site web et qui nous permet de peut-être évoquer ce que c'est la notion de police. L'espace physique où j'apparais aux autres et où les autres apparaissent également. La notion classique de police n'a pas uniquement pour localisation physique celle de la cité. La police peut être aussi l'organisation de la communauté qui vient de ce que l'on agit et l'on parle ensemble. C'est cet espace qui réunit l'espace du paraître au sens le plus large. L'espace où j'apparais aux autres comme les autres m'apparaissent. Hannah Arendt qualifie cet espace de mémoire organisée, d'organisation communautaire. Et c'est ce rassemblement humain qui est à l'origine du politique. La puissance politique qui n'est pas activée ou actualisée disparaît. Cette perte de puissance politique entraîne la destruction des communautés politiques. Ainsi, la puissance de l'action doit être actualisée par la parole et vice-versa. Arendt affirme « La puissance n'est actualisée que lorsque la parole et l'acte ne divorcent pas, lorsque les mots ne sont pas vides ni les actes brutaux, lorsque les mots ne servent pas à voiler des intentions, mais à révéler des réalités, lorsque les actes ne servent pas à violer et à détruire, mais à établir des relations et à créer des réalités nouvelles. Donc, l'acteur, le faiseur d'actes, n'est possible que s'il est en même temps un diseur de paroles. L'acte ne prend un sens que par la parole dans laquelle l'agent s'identifie comme acteur, annonçant ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire. Conscience politique et conscience historique sont le résultat, la conséquence de ce phénomène d'identification de l'agent en tant qu'acteur. Lorsque je propose à une communauté d'action d'intervenir dans des contextes particuliers, là où le conflit s'est imposé comme forme d'interaction, j'agis comme artiste, mais aussi comme médiatrice culturelle. On crée tout en communiquant et en négociant des compromis et des engagements avec des instances institutionnelles, ainsi qu'avec des individus qui les incarnent ou qui les déjouent. Lors de ces rencontres, j'opte par l'usage du narrathème, forme métaphorique du témoignage personnel, expérience esthétique qui est aussi politique et historique. Et c'est le narrathème qui annonce ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire. C'est ainsi que la médiation permet à l'intervention performative de réactiver sa puissance politique. On se sert de techniques de communication qui recréent le lien autrement. Ici, la médiation contribue à gérer le conflit que l'art exprime. Pour cette raison, cette médiation est également transmission. Je cite, « Transmettre est plus que communiquer. Une communication se déroule dans un temps relativement court. Elle a une durée de vie très éphémère et des buts de compréhension clairs. Alors que la transmission sous-tend de passer au récepteur un savoir-faire et un savoir-être. Il s'agit d'un geste qui est de l'ordre de la pérennité et qui a le désir de diffuser le message dans le temps. La transmission accepte aussi une certaine ambiguïté du message, si celle-ci sert à la compréhension d'autre chose, de ce qui est intangible et non communicable autrement. » Ça, c'est Elizabeth Kane, ma collègue, qui a écrit ces mots.
Le croisement des savoir-faire, des savoir-être et des éléments du pouvoir de l'art performatif que je développe s'actualise en contact de la transmission culturelle. Il est un dispositif non disciplinaire qui favorise la transmission d'une création ancrée dans les circonstances données. Dans ce sens, ce dispositif est proche de la définition proposée par Pascal Nicolas Lestrade concernant la mutation, l'agencement et la publicisation qu'on observe chez certains domaines intellectuels et artistiques contemporains, devenus aujourd'hui activités. Et c'est cette mutation des formes poétiques et esthétiques qui m'intéresse de développer, afin de réaliser ce que je nomme des tactiques de résistance, où l'art et le politique, au lieu de maintenir l'antagonisme ou l'hostilité provoquée par le conflit, deviennent corrélatifs. L'expérience et l'énonciation réalisées lors des interventions performatives proposent une voie de résolution du conflit qui peut générer un corps social alternatif. Et c'est alors que le rapport entre art, culture et politique s'y noue différemment. Voilà, merci beaucoup de votre écoute attentive. Merci à toi, Constanza. On a des questions, des commentaires après cette densité, cette richesse d'informations. On peut peut-être même poser des questions de détail qui vont nous permettre de retomber sur terre pour ensuite aller vers des questions d'ordre conceptuel. Est-ce que quelqu'un va intervenir? J'aurais peut-être une petite remarque, pas une question. Comment tu te prends, Constanza, quand il faut que tu travailles avec la police frontalière ou avec la STM? C'est-à-dire comment, comme artiste, on crée le lien, ou on s'introduit, ou est-ce qu'on leur demande quelque chose? Oui, bien sûr. Oui. Dans les tactiques dont tu parles, comment donc, dans ces tactiques-là, je dis c'est un dispositif où précisément il s'agit non seulement de communiquer, mais comme je vous dis, c'est de transmettre. Donc, c'est toute une partie de l'action qui est aussi importante que l'action elle-même. C'est une action en soi. Et dans ce sens-là, la manière d'aborder ces personnes-là, c'est exactement la même manière dont j'aborde les autres groupes, si vous voulez. Donc, il y a d'un côté l'autorité, celle qui impose donc une règle, et de l'autre côté, il y a le groupe qui s'oppose à cette règle-là. Donc, c'est comme ça que je travaille. Mais je présente les deux réalités de manière simultanée, je ne les sépare pas. Si nous avons l'occasion tantôt, je peux vous montrer une action dans laquelle c'est très très évident et où précisément de manière très visuelle dans l'espace, j'ai pu comme mettre en évidence cette relation d'opposition des forces qui de manière symbolique, tu vois, arrive à s'interpénétrer aussi dans un espace commun. Et voilà, mais c'est ça. L'idée, c'est de traduire ce que, au niveau du symbolique, signifie cette rencontre de pouvoir et de groupes qui partagent une même réalité dans l'espace réel, le temps réel. Donc, c'est ça, c'est tout. Sans dire à l'autre que l'institution, on devrait l'exclure, que sa forme d'agir n'est pas la correcte, etc. Ou sans dire à l'individu que ce qu'il fait devrait avoir encore plus de présence dans l'espace ou qu'il devrait essayer de se défendre autrement. C'est pas ça. Parce que l'idée, c'est tout simplement d'apparaître, de réapparaître, comme je vous dis, ensemble, en tant que fait social.
Et le fait social se compose du pluriel. Il ne peut pas être seulement individuel. Donc, ramener ce pluriel en exposant les faits qui accompagnent le tout et les acteurs qui les réalisent. Oui. Donc, il faut pas s'impliquer émotionnellement là-dedans. Du tout. Du tout. C'est pour ça que je vous dis. C'est pas une dénonciation, c'est pas ce que tu fais, c'est pas correct. Pourquoi tu as essayé de traverser la frontière? Ou au contraire, vas-y. Contre ça, contre ça. Mais ça doit être difficile de ne pas s'impliquer émotionnellement dans des causes sociales. Oui. C'est pour ça que je vous parlais précisément de la définition que donne Agamben de ce que c'est une communauté. Oui, c'est le lieu de l'altérité. Puis l'altérité, elle se construit précisément parce que c'est par une relation d'empathie. Mais dans l'empathie, il n'y a pas de charge émotive, de pathos, finalement, tu vois. Il n'y a pas ça. Parce que sinon, je serais dans une démarche plus de type thérapeutique. Je serais plus dans l'art communautaire, art-thérapie. Mais mon travail, en fait, ne se situe pas là. Il se situe en tant qu'activité à la rencontre. Finalement, c'est une rencontre de différents domaines. Oui, sauf que le journaliste, lui, il est plus... il est plus du côté de la parole, de la prise de parole, ouais, pour précisément pouvoir s'approcher des actes. Ouais. Moi, je ferais l'inverse, sans oublier qu'il y a la parole. Parce que sans la parole, je pense que l'art contextuel ne peut pas être complet. Ouais. C'est un art qui a besoin vraiment d'être accompagné par les mots, d'être des fois même traduit, oui, par les mots, parce que le contexte est complexe. Ce sont des situations complexes. Oui, complexes et ouvertes aussi tout le temps. Il y a toutes sortes d'influences, de forces qui les traversent. Donc, oui. Oui. J'avais peut-être... En fait, on discutait un peu de tout ça, puis ça, dès la première photo, j'avais cette interrogation-là par rapport à ces acteurs-là, finalement, qui réalisent tous les projets qu'on a vus. Tu n'as pas beaucoup parlé de comment eux voient ça, finalement, comment eux... je sais pas, parce que de ton œil d'artiste, tu donnes à voir quelque chose qui se met en place, puis qui, mon Dieu, qui utilise les personnes qui vivent... ce quoi tu donnes à voir, oui, si on veut. Oui. Mais finalement, peut-être que pour eux, et qui sont dans le problème ou qui sont dans la situation, perçoivent pas ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire se laver, comme dans la première photo, ou encore se bander les yeux. Oui. Tu vois un peu le sens de ma question? Oui, bien sûr. Il y a une sociologue québécoise très intéressante qui travaille à l'Université Laval. Je ne sais pas si elle travaille encore. David, est-ce que André Fortin travaille encore à l'Université Laval? Bon, une sociologue très importante à mon avis, une sociologue de l'art, qui a précisément écrit un article très intéressant portant sur les différences entre ce que serait un art engageant et un art engagé. Elle essayait en fait d'actualiser la notion de art engagé. Et puis, elle disait que la différence consisterait à... en fait, il y aurait un art à prétexte social. Et un autre art qui essaierait d'embarquer, oui, vers une action, d'embarquer les autres vers la réalisation d'une action qui est commune. Et... je trouve que cette définition est très intéressante parce que ça fait toute la différence entre ce qui est un art engagé et un art engageant. L'utilisation du transitif nous met à nouveau dans la question de l'action, dans le présent de l'action. Et c'est très important parce que lorsqu'on fait, en tout cas dans mon cas, je ne parle pas pour... en général, pour tous les artistes qui travaillent avec des groupes ou des communautés. Dans mon cas,
je n'interviens pas dans des circonstances par lesquelles je ne suis pas passée ou que je ne vis pas. Donc, l'expérience que vit l'autre, je la connais, je l'ai vécue. Sinon, je ne participe pas. J'ai reçu des invitations parfois de la part d'organismes qui, avec une belle volonté en arrière, proposent d'aller intervenir dans des situations de crise ou des situations où précisément le conflit est évident. Et puis, je ne peux pas participer. Je ne peux pas participer parce que là, je suis impliquée de manière éthique. Okay? Je ne peux pas parler de l'expérience de l'autre sans avoir vécu cette expérience-là. Pour moi, c'est important. Okay? C'est une sorte de règle que je me donne, mais qui fait partie de la tactique aussi. Parce que sinon, ce serait, tu sais, j'entends des fois des sociologues surtout qui disent que les artistes, finalement, sont des prédateurs du social, des gens qui ne font pas, qui n'acceptent pas l'injonction démocratique jusqu'à la fin. Ouais. Ça, c'est la critique qu'on entend souvent. Mais dans mon cas, il ne s'agit pas de travailler à partir de la souffrance de l'autre. Je pense que c'est pas apparent non plus, là, puis c'était pas le sens nécessairement vers où je voulais aller avec la question, parce que je le sens vraiment pas comme ça. Je pense qu'on est vraiment, quand tu disais le mot l'art, mon Dieu, j'ai perdu... on est comme à mi-chemin entre... j'ai perdu le mot. Mais plus encore, à savoir qu'est-ce que ça représente. C'était une vraie question, là. Qu'est-ce que eux te rapportent comme expérience d'avoir de faire ça? Oui, excuse-moi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, tu vois, dans les... Ils n'ont pas le même bagage que toi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Eux, ils arrivent un peu... Ils n'ont pas... Qu'est-ce qui t'a mené à réfléchir de cette façon-là ou t'as mené de faire cette chose? C'est bon. C'est hors contexte. Très important ce que tu soulèves, parce que c'est la question du commun, à nouveau. On pense que le commun, c'est ce qui nous rend égaux, dans le sens de pareil, semblable. Le commun, ce n'est pas ça. Le commun inclut le dissensus, ouais. Mais le dissensus partagé, c'est-à-dire, j'appartiens à un groupe de recherche, le CELAT, il y a des membres du CELAT ici avec nous aujourd'hui. La thématique qu'on traite dans notre centre, c'est le vivre ensemble, ouais. Mais vivre ensemble, ça ne veut pas dire que je dois être pareil ou agir pareil à mon voisin. C'est d'accepter précisément son altérité, ouais, et de négocier avec elle. Sinon, l'autre est en permanence en train d'exercer de la violence sur moi et moi sur lui. Alors, comment créer des façons de communiquer, dans mon cas, à travers l'image, tu vois, pour que ces processus intersubjectifs puissent se réaliser d'une autre façon. Alors, tu me demandes, qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la tête de ces gens-là qui ont accepté de participer aux actions? Oui. Alors, il y a une autre affaire, c'est que il y a une autre idée aussi très courante, à savoir, les gens qui sont dans une situation difficile, qui passent par une situation difficile, sont démunis. Les gens pauvres ne sont pas éduqués. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais. Les gens qui sont dans une situation d'exclusion acceptent tout ce qu'on leur donne. Ouais. Ce sont des idées reçues. Pour que les gens que vous avez vus ici aient accepté de participer et de faire cette action-là, okay, pour qu'ils acceptent, c'est des gens qui s'impliquent totalement. Si vous avez vu, par exemple, je vous donne l'exemple à Tijuana, au total, à peu près une trentaine de personnes impliquées. Et 24 hommes ont dit « je dessine, mais je ne fais pas l'action ».
qui ont participé à faire l'action, parce qu'il y a différentes étapes de cette action-là. C'est vraiment un processus, c'est de l'art processuel, évidemment. Okay. Donc, 6 d'entre eux, en fait, c'est des femmes, 4 femmes et 2 ados, hommes, décident de faire l'action. Il n'y a personne qui les pousse. Et ça crée précisément la différence. Les uns participent jusqu'à un certain point et les autres participent d'une autre façon. Oui. Les policiers, il y avait quoi? À peu près une 50aine de policiers à qui j'ai présenté le projet. D'une 50aine de policiers, il y en a 4 qui ont accepté de participer à l'action. Ces 4-là, ce n'est pas moi qui suis allée leur raconter une histoire, je ne sais pas comment. C'est une implication totale de l'individu, ouais, de sa subjectivité. Donc, c'est ça, les gens qui participent à ces actions-là, ceux que vous avez vus à la station de métro, j'ai visité une 20aine de maisons d'accueil. Combien de personnes ont participé? 13. Combien de personnes j'ai vu dans les maisons d'accueil? Une énorme quantité de personnes. Donc, voilà, ces gens-là ne sont pas ni démunis, leur cerveau n'est pas brisé, leur cœur est toujours en fonctionnement, ils réfléchissent, ils sont comme nous. Et c'est ça ce que j'essaye de rappeler, c'est qu'ils sont encore des êtres humains. Oui. J'ai 3 petits commentaires, je vais parler. J'ai tout à fait, excusez-moi, je tremble en parlant. Mais première chose, il y a un truc qui je trouve intéressant, tu parlais souvent avec le mot étranger. Puis je trouvais ça intéressant parce que moi, souvent, j'ai réfléchi avec le concept de schizophrénie culturelle. En partie, je pensais j'ai oublié son nom, mais c'est une femme qui avait écrit un essai, je ne me rappelle pas trop son nom, mais c'est un truc que j'ai souvent réfléchi parce que justement, je me reconnaissais là-dedans en tant que fils d'immigrant. Et étant moi-même schizophrène d'un autre degré, parce que c'est pas comme mes parents d'une certaine manière, c'est je suis ni immigrant comme eux, ni québécois comme par exemple les gens de ma classe et tout ça. Donc, en tout cas, j'ai souvent réfléchi avec ce concept-là, mais je trouvais ça intéressant plutôt comment tu parlais d'étrangers, parce que j'ai l'impression, l'idée de schizophrénie culturelle, j'associe plus à ce que tu dis à la fin avec multiculturalisme. Au sens, j'ai l'impression que c'est un concept un peu stérile, au final, on finit à être juste névrosé dans notre propre situation. Tandis que le fait d'être étranger, je crois qu'il garde plus. Ça garde ça garde quand même notre identité du fait qu'on est différent, si je pourrais le dire comme ça, mais il y a quand même plus de potentialité à ce qu'il y ait une solidarité avec l'autre, puis avec autrui, qui puisse créer quelque chose. Donc, ça, je trouvais ça intéressant, ça m'a fait du bien d'entendre ça, ça me faisait, je vais réfléchir plus avec cette idée-là d'étranger, première chose. Deuxième chose, je trouvais ça intéressant aussi quand tu as parlé d'immigrants avec votre projet de chute, tout ça. Comment, avec Nous ne sommes pas Speedy Gonzales, je trouvais ça intéressant parce que je faisais un peu parallèle avec les études de genre aussi, comment le migrant, comme on pourrait parler de la femme ou les artistes de femmes, par exemple, vont souvent être stigmatisés comme étant faisant forcément de l'art féministe, comme ils font de l'art. Je trouvais ça un peu intéressant, pareil, comment, en tant qu'immigrant, tu es toujours représentatif d'une culture qui, en plus, c'est pas ta culture, mais c'est une culture qu'on t'attribue selon certaines caractéristiques, que ce soit justement, tu viens de Colombie. Dans mon cas, mettons, mes parents viennent du Salvador, mais je ne fais pas de l'art d'immigrant, c'est l'art du Salvador. Fait que je trouvais ça intéressant, mais tu es toujours en train de performer la culture ou le genre qu'on t'attribue. Oui. Ça va un peu avec la troisième chose que je voulais dire. Je trouvais ça intéressant que tu parlais de mémoire. Puis comment un peu dans ces gestes-là, il y a comme... dans ces gestes performés, il y a une création de mémoire qui serait, moi je disais un peu ça, une expérience partagée, on pourrait dire, une certaine nostalgie, qui fait que c'est là que ça crée un potentiel de solidarité ou potentiellement de créer quelque chose comme une communauté, je sais pas, une communauté d'étrangers. Mais je trouvais ça intéressant, souvent on va percevoir les choses comme institutionnelles ou comme de l'État, comme des trucs qui sont immuables. Mais j'aime bien, moi, le concevoir comme quelque chose qui est aussi temporel ou événementiel que ces actions-là performées. C'est juste que c'est des institutions qui ont un pouvoir qui permet de perpétuer ces événements-là de manière forcée à travers ce que j'appelle le monument. J'aimais bien un peu de faire cette distinction-là, mémoire puis monument, puis c'est un peu...
la différence que tu faisais entre art engagé et engagement, je pense un peu ça aussi, c'est que l'art engageant, là, ça va un peu avec la mémoire, si je ne me trompe pas. Puis l'art qui est engagé, c'est lui qui, pour faire cette distinction-là, là, c'est l'art relationnel, souvent va tomber comme donner plus d'importance à son archive, aux objets produits, là, un peu cette espèce de narcissisme-là, où c'est l'artiste qui est plus important que l'événement. C'est un peu, je voyais un peu de même, c'est que c'est le monument ou l'objet artistique ou l'objet muséal qui est plus important qu'une mémoire perdue ou en tout cas maintenue dans la tête des gens, qui serait important. En tout cas, vous voyez ce parallèle-là, puis c'est ça. Je tenais à dire, ah oui, puis juste dire aussi, excusez-moi, là, vous pouvez dire de me taire, là. Mais non, je voyais le parallèle avec aussi quand tu as parlé de Michel Foucault avec le biopouvoir, puis je faisais aussi le lien avec Judith Butler quand on parle de la performer le genre, que justement l'aspect institutionnel, c'est le problème, c'est que c'est justement, ils vont performer des choses qu'on va prétendre qui sont non performées, mais c'est plutôt immuable comme de nature. Là. Puis, en tout cas, on peut avoir un peu la même critique avec les institutions, voire même que des fois, le problème, c'est des choses qui, à la base, sont pas institutionnelles. Je pense, par exemple, tout ce qui est les lobbies du LGBT, tout ça, que ça a commencé d'abord par des gens qui sont unis par solidarité, mais je finis par devenir des vieux monuments, qui c'est plutôt des grosses institutions, au final. Ça perd ce pouvoir-là que ça va avoir de créer plutôt des souvenirs ou une solidarité partagée. De là l'importance du concept de puissance. Oui, parce que la puissance, c'est ce qui permet précisément aux gens de se rassembler à nouveau. Et donc de maintenir vivante cette fluidité qui devrait exister, cette continuité du processus historique. Ouais. Sinon, tu le bloques et ça devient un monument. En effet, le buste dont je vous parlais au tout début de la communication, c'est un bel exemple du comment la mémoire est vivante. C'est-à-dire, même si on est tout proche du monument, de la commémoration, précisément d'instituer la mémoire d'une façon très classique, tout d'un coup, l'intervention des gens du quartier rend vivante, marquer rituellement l'esprit politique, permet à la communauté de se réactiver en tant que communauté politique. Constanza, comment as-tu réagi en 2004 lorsque les étudiants ont repris ce geste de la chute, mais à notre escient, dans une expérience qui, à ce moment-là, était ou n'était pas la tienne? J'aurais aimé que tu... J'ai adoré parce que précisément les questions que je me posais, que je me suis toujours posées autour de jusqu'où va l'art et jusqu'où va l'activisme, où est-ce qu'ils se rencontrent, ça c'était un exemple du comment on retrouvait une activité où de l'art on s'en allait vers l'activisme, clair et net. Donc c'était un moment absolument magnifique qui m'a rappelé précisément des actions réalisées en Colombie où on ne parlait pas seulement des mondes de l'art, et je parle au pluriel, les mondes de l'art, mais on parlait aussi du monde, les connexions entre tout ça. Et c'est un super bel exemple. J'ai trouvé que tu vois, il y a 2 semaines, de fin de semaine, j'ai assisté à la célébration de Dardar, du projet Dislocation. Ça fait 10 ans que Dislocation existe. Donc Dardar, un centre d'artistes qui, à l'origine, fonctionnait au Belgo, à l'édifice Belgo, et puis qui a décidé de déménager dans une roulotte qui est mobile et qui, pendant 2 ou 3 ans, va s'installer dans un terrain vague de la ville de Montréal. Et depuis cette roulotte-là, appuyer les interventions, les actions, ou en tout cas toutes les manifestations de type artistique qui rentrent dans le mandat de Dardar, évidemment, vont le faire depuis la roulotte. J'ai participé à Dislocation, j'ai fait partie du conseil d'administration pendant plusieurs années. J'étais présidente de Dardar aussi. Et puis, c'était magnifique de retrouver lors de la célébration des étudiants à qui j'avais enseigné, qui, eux, maintenant, font partie du conseil d'administration de Dardar et poursuivent le travail qui se fait à Dardar.
J'ai trouvé ça absolument touchant parce que, à nouveau, j'ai pu voir comment la question de la transmission se met en évidence aussi à travers ces gestes qui sont de type micro-politique, mais qui tout d'un coup prennent une place à l'intérieur du système de l'art, en tout cas montréalais, très important. Ce que ça veut dire aussi pour ce système de l'art, apprendre aussi à imaginer des façons différentes de diffuser l'art éphémère, l'art processuel, comment faire intervenir ce type d'art dans des espaces de type plutôt muséal, comment le conserver, faut-il le faire, des questions qui précisément permettent d'activer à nouveau nos réflexions sur l'art et comment le faire et comment le diffuser. Donc c'est des moments comme ça, vraiment d'illumination où oui, tout d'un coup, on voit que, oui, il y a un impact. Ouais, pas un impact comme les sociologues essayent de le mesurer. Un impact réel, interhumain. Et il y avait une question que tu voulais poser. En fait, je me demandais, en tant qu'artiste contextuel, vu que la majorité ou la totalité des œuvres que tu fais, c'est des expériences ou des événements que tu as déjà vécu par rapport à ça. Quel est le rôle de l'artiste dans tes œuvres, étant donné que, vu que l'art contextuel, à un moment donné, j'ai l'impression que tu dois, en tant qu'artiste, avoir un laisser-aller parce que, après un certain point, même si c'est toi l'auteur de l'œuvre t'appartient plus. Mais je me demande justement, ayant passé par tout ça, c'est à quel moment que ça se passe, comment ça se passe, le laisser-aller de l'œuvre, que ça prend tellement de l'ampleur que, oui, c'est toi le réalisateur, mais l'œuvre ne t'appartient plus en quelque sorte. Ben, moi, je pense que l'art ne nous appartient plus une fois qu'on le diffuse. Peut-être pour d'autres artistes, c'est beaucoup plus difficile de faire ce deuil-là que pour d'autres, mais je pense que l'objet, cette image-là qu'on produit, ne m'appartient pas. Ne m'appartient plus au moment où elle est diffusée. Ta question, il me semble, est en relation avec la tienne, dans le sens où, étant donné que je pars d'une expérience que j'ai vécue, ce que je vous montre, oui, évidemment, nous parle du pluriel, mais nous parle aussi du singulier. Dans ce sens-là, ce sont des autoportraits. Oui, ce sont des autoportraits. Moi, je suis là-dedans. Donc, pour moi, ça, c'est ma relation la plus directe, si tu veux, avec l'art dans ce domaine où nous exprimons des subjectivités radicales. Tu sais, c'est l'espace de l'expression de la subjectivité radicale. C'est des autoportraits. Mais les autoportraits de Frida Kahlo n'appartiennent pas seulement à Frida Kahlo.